Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment bien dans son job. Aujourd'hui, de l'école au travail, à vous de filmer, on va parler bien de ces lauréats et de ce prix organisé par l'INRS et on en parlera avec Gérard Mouch, il est directeur département formation à l'INRS et puis on verra des images d'ailleurs dans quelques instants. Le cercle RH, garde d'enfants et marché du travail, un marché du travail très complexe, pénurie de main-d'œuvre, niveau de salaire, attractivité. On en parlera avec deux acteurs, évidemment, de la garde d'enfants, Babichou et Chaperon Rouge. Ils seront nos invités dans le cercle RH. Et on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Vous connaissez notre rubrique, comment recruter les professionnels des RH. On parle beaucoup recrutement, mais comment on recrute ceux qui recrutent, justement. Sébastien Charmy sera notre invité, directeur associé de Fed Group. On fera le point, justement, sur un observatoire du niveau des salaires, justement, dans le secteur RH. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, l'image pour sensibiliser, pour faire de la pédagogie, des clips vidéo pour sensibiliser les jeunes. J'ai envie de pitcher le sujet de cette manière. Gérard Mouch, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur département formation à l'INRS. Alors l'INRS, l'acronyme ? Institut national de recherche et de sécurité. La sécurité au travail. Sécurité au travail. On va en parler avec vous. On avait reçu votre directeur il y a quelques semaines qui était venu nous parler de tous les enjeux. Là, on va parler avec vous de cette initiative. Alors, c'est un concours qui a démarré et dont les lauréats, je crois, ont jusqu'au 3 avril, 19h. Ceux qui veulent poster des vidéos et nous les envoyer jusqu'au 3 avril. Ensuite, la remise des prix s'effectuera le 23 mai. 23 mai. Revenons sur l'événement. D'abord, regardons quelques images pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Là, c'est le lauréat 2024. Oui. Une création cinématographique, au sens propre du mot, oui, pour mettre en valeur, éveiller les consciences sur les accidents du travail. Regardez, c'est jeune, c'est dynamique et c'est très instructif. Travailleurs. Pour celles et ceux qui côtoient les hauteurs, n'importe laquelle de vos échelles ne sera jamais assez haute pour une petite chute ou toucher le ciel. Ou cette dernière, elle reste un simple moyen d'accès. J'espère que cela, tu le sais. Toi qui travailles dans les hauteurs où t'as pas peur, tu as l'habitude de l'altitude, toi qui maîtrises et tout à coup, tu as juste sous-estimé les risques. Sous-estimer les risques un peu beaucoup. Les protections sont d'abord collectives, puis individuelles. Voilà, on découvre ces images du rap, c'est une création originale, oui, et c'est, précisons-le Gérard Mouch, le CFA d'Amiens, avec précisément le CAP couvreur. CAP couvreur, tout à fait. Oui. Ça marche comment ? Chaque établissement, lycéen, collégien, peut postuler et proposer son film, c'est ça l'objectif ? Oui, nous les sollicitons au mois d'octobre. Au mois d'octobre de chaque année, on contacte tous les lycées professionnels, tous les établissements, les CFA. On leur envoie l'affiche du concours de l'année prochaine et on leur demande, ceux qui veulent bien, aux équipes pédagogiques, aux chefs d'établissement, de voir leurs équipes s'ils veulent se lancer dans la création d'une vidéo pour l'INRS. 13e édition du concours. L'objectif, c'est quoi ? Parce que vous mettez à disposition les caméras, le matériel, ou c'est à l'établissement de devoir gérer sa réalisation, son scénario et l'organisation du film ? Ils sont entièrement libres. On leur donne aucune consigne. Ils doivent faire une vidéo de 2 minutes 15 maximum. Maximum, qui doit traiter des risques professionnels, de la santé et sécurité au travail. Et ensuite, ils sont entièrement libres. Il appartient aux classes, aux équipes pédagogiques, aux encadrants, de décider des sujets. Alors, on voit évidemment l'intérêt pour les jeunes de faire des vidéos, de découvrir finalement un levier, un nouvel instrument, mais on voit aussi chez vous qui vous occupez de la formation, ouais, tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'on sensibilise aux enjeux de la sécurité dès l'école. Dès l'école, oui. Ça s'intègre dans un projet plus large, un partenariat que l'on a avec l'Éducation nationale depuis une trentaine d'années maintenant. C'est-à-dire que depuis 30 ans, on se dit que les jeunes, ce sont des futurs salariés. Et lorsqu'ils vont arriver dans une entreprise, il faut qu'ils soient le plus matures possible. Parce qu'ils ne sont pas expérimentés, ils ne connaissent pas l'environnement de travail dans lequel ils vont évoluer. Et les couvreurs dont on parlait, qui prennent des risques. Et les couvreurs prennent des risques. Et là, notamment, le risque de chute de hauteur.
On voit bien le danger. Donc pour vous, en fait, il y a un vrai travail parce que l'INRS se tourne vers les entreprises et fait de l'accompagnement auprès des entreprises. Ça, on l'avait vu. Mais on découvre aussi que ça démarre dès la formation initiale. Dès la formation initiale, oui. Nous sommes dans une continuité formation continue, formation initiale. Et c'est pourquoi on travaille avec l'éducation nationale, les enseignements professionnels et techniques, et aussi avec l'enseignement supérieur. Parce que ce sont des futurs ingénieurs, des futurs décideurs qui auront en charge des équipes. Donc, c'est les éduquer aux règles de sécurité, qui sont des règles essentielles pour vous. Cette méthodologie, c'est la 13e édition, vous avez un peu de visibilité. J'imagine qu'il y a des jeunes qui sont au travail aujourd'hui, qui sont entrés dans les entreprises. Oui. Ça les a éduqués, ça les a sensibilisés. Oui, et notamment, on s'est posé cette question et nous avons réalisé une étude il y a quelques années, c'était en 2019. Et c'était très intéressant parce qu'on peut retenir un chiffre important. C'est-à-dire que les jeunes qui ont suivi un enseignement santé-sécurité dans leur scolarité ont 2 fois moins d'accidents du travail que ceux qui n'ont pas eu ce type d'enseignement. Donc, d'où la nécessité, dès la formation initiale technique, parce que ce sont des métiers techniques, mais enseignement supérieur aussi, on l'a entendu, de les accompagner. Rappelons les dates, 3 avril à 19h. 19h précise. Précise, à 19h01, le film n'est pas pris par Gérard Mouch, il faut le savoir, avec un dépôt des candidatures. Le 30 avril 2025, le jury délibère. Le jury délibère. Jury de professionnels, d'hommes de la télé. Oui, des représentants de l'INRS, bien entendu, des représentants de l'Éducation nationale, qui est notre partenaire principal, des représentants des caisses régionales d'assurance maladie, de la CNAM, et aussi des représentants de la MSA. La MSA, la Mutualité Sociale Agricole, parce que là aussi, il y a des enjeux de sécurité dont on ne parle pas souvent d'ailleurs, mais les machines agricoles sont aussi source d'accidents. 23 mai 2025, ce sera la cérémonie de remise des prix au siège de l'INRS à Paris. Peut-être que d'ailleurs vous nous inviterez et on pourra applaudir les lauréats. Merci Gérard Mouch d'être venu nous rendre visite pour lancer, ou en tout cas nous éclairer sur cet événement et ces vidéos, donc pour tous les établissements CFA, technique, enseignement supérieur. Vous êtes tous les bienvenus. Prenez vos caméras et racontez-nous une histoire. Merci à vous. On tourne une page. On parle d'un secteur en grande tension, secteur pénurique. Le marché, le secteur de la petite enfance, que ce soit la crèche, le babysitting, tous ces sujets, pénurie de main-d'œuvre, niveau de salaire difficile, attractivité du secteur. Comment faire? On en parle avec des acteurs, 2 acteurs essentiels du secteur. Je les accueille, c'est le Cercle RH. Le Cercle RH pour parler du secteur de la petite enfance. Alors, la garde à domicile, mais aussi les crèches et évidemment les modes de garde les plus adaptés. Vous qui nous regardez, vous êtes papa, vous êtes maman, vous êtes famille monoparentale. Il faut trouver une solution. Comment faire? C'est pas toujours simple et c'est parfois un peu cher. On va y revenir parce que les parents les plus précaires ont souvent des difficultés pour accéder à une garde. On en parle avec des acteurs et puis on va bien sûr parler de ce marché de l'emploi pénurique, complexe, avec des difficultés de recrutement et on va en parler avec 2 acteurs clés de ce secteur. Claire Lanoux, bonjour. Vous êtes la dirigeante de Babichou Service. Vous êtes venue régulièrement sur notre plateau. Merci. Nous parler des initiatives, de vos actions. Alors, vous n'êtes pas dans les crèches qu'on délimite tout de suite le sujet, vous faites de la garde à domicile. Tout à fait. Donc nous, on accueille les enfants de 0 à 12 ans, donc dès la naissance jusqu'à l'entrée au collège, sur les horaires de sortie d'école, de sortie de crèche. Donc en fait, aussi en garde quand l'enfant est malade. Au dernier moment, si le parent a une obligation professionnelle. Et donc de ce fait, on est extrêmement complémentaires avec les solutions de garde d'enfants collectives. Pas nécessaire de s'approcher si près du micro, Claire. Nous ne sommes pas dans une émission de radio, mais télévisée. Avec nous, Nadège Chauvin, directrice recrutement des professionnels de la petite enfance chez Les Chaperons Rouges, crèche, qui est un très gros du secteur. Combien de crèches pour nous situer un peu les grands chiffres de l'entreprise? Alors aujourd'hui, les Petits Chaperons Rouges, nous sommes un peu plus de 800 crèches, 805 crèches réparties sur tout le territoire, partout en France. Et nous avons au sein de ces crèches 9000 collaborateurs diplômés de la petite enfance qui accueillent tous les jours 25 000 enfants au sein de nos structures. Un mot sur ce que j'évoquais tout à l'heure. J'ai commencé par le côté parents, précarité, mais commençons par le marché. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, on peut dire que le secteur est
est sinistré, pénurique. Est-ce que c'est compliqué? Parce qu'il y a d'autres secteurs qui viennent sur ce plateau. Je pense au transport, je pense à ceux qui conduisent des bus. Ils ne trouvent pas. Est-ce que c'est la même chose chez vous, côté crèche? Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le secteur, il est pas fébrile, il est en crise. Il est en très grande difficulté. Aujourd'hui, nous avons effectivement un nombre important de postes à pourvoir pour répondre tout simplement aux besoins Combien, des là, familles. aujourd'hui Aujourd'hui, en France, on dit qu'il manque 10 000 professionnels diplômés de la petite enfance. Tout Juste confondu. aujourd'hui, tout confondu pour répondre aux besoins actuels du secteur. En parallèle, il manque près de 200 000 places de crèche en France pour répondre aux besoins des familles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, dans un contexte où ce sont des métiers qui sont en perte de vocation, il est grand temps d'agir concrètement en faveur de la valorisation du secteur, de ces métiers, et aussi en faveur de la reconnaissance de nos salariés, de nos collaborateurs qui font un travail fabuleux auprès des enfants tous les jours. Nadège, sans vous challenger, mais ce sujet-là, moi, je le traite depuis presque 10 ans et j'entends des acteurs du métier qui me disent la même chose depuis 10 ans. Il faut valoriser, il faut... Mais en fait, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, je pense qu'on est, si vous voulez, à la limite de deux mondes. Soit on prend des mesures concrètes pour vraiment accompagner la formation des professionnels, pour revaloriser les métiers, pour revaloriser les salaires. Et on se donne une chance, finalement, de pouvoir répondre aux besoins des familles. Soit, effectivement, on prend des mesures qui ne sont pas des mesures adaptées à nos métiers, pas des mesures adaptées aux besoins des familles et à nos crèches. Et malheureusement... l'issue me fait peur. On y reviendra, les crèches, c'est aussi la difficulté pour vos salariés d'avoir des temps de transport très 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 longs, car ils ne peuvent pas vivre à Paris, c'est-à-dire ouvrir une crèche très tôt, ça veut dire une vie impossible pour ceux qui viennent aussi travailler chez vous, c'est compliqué, ça c'est une réflexion chez vous. C'est un autre profil, alors là il y a des diplômes, tout ça est très réglementé, c'est des professions très réglementées. Comment ça se passe? Parce que le babysitting, quand on a été étudiant ou jeune lycéen, on a fait du babysitting. Vous dites non, on va aussi encadrer le profil des jeunes qu'on va emmener dans les familles. Tout à fait. Alors, il faut rappeler que la garde d'enfants à domicile, moi je suis administrateur d'une fédération métier, la FESP, Fédération des entreprises de services de proximité. Tout à fait. On a des exigences, on a un agrément. N'importe qui ne peut pas garder d'enfants à domicile. En tout cas... On appelle ça les nounous. Oui, et les gardes d'enfants, chez nous, on appelle ça des intervenants ou des baby-shoe-sitters. En tout cas, on est sous le coup d'un agrément et c'est heureux. On souhaite garder ces exigences de l'agrément qui demandent un certain niveau d'expérience ou de diplôme pour les 0-3 ans. Et si ce n'est pas un diplôme, ça sera de la formation continue avec des points de suivi réguliers. Dans chacune de nos 120 agences, nous avons des encadrants qui, au quotidien, sont au plus proche des intervenants et des parents. Alors, un sujet que je vous pose sur la table, mais qui vous impacte directement, c'est tous les sujets autour de l'immigration choisie, les enjeux autour des migrants, le fait qu'on intègre ces personnes qui sont, pour certaines d'entre elles, diplômées dans leur pays et qui, aujourd'hui, tiennent les murs. Comment vous regardez ces sujets? Parce que c'est un sujet important, ou en tout cas un vivier de recrutement possible. Est-ce que oui ou non, pour vous, c'est une possibilité aussi à la fois de trouver des salariés au poste manquant et en même temps de donner une chance à des citoyens qui sont arrivés récemment sur notre territoire? Mais tout à fait. Oui. Enfin, aujourd'hui, tout ça est réglementé. Le décret Norma cadre en fait les équivalences en termes de diplômes. Vous avez différents diplômes, notamment européens, qui permettent du coup de pouvoir exercer en France au sein des crèches. Donc tout ça est réglementé et mérite évidemment qu'on se colle à la réglementation. J'entends bien le respect de la loi. Est-ce que vous dites qu'il faut un peu casser les murs et donner la chance à ceux qui sont dehors aujourd'hui en situation de très grande précarité de pouvoir les former, les accompagner pour leur donner une chance et peut-être de pourvoir les 200 000 postes qui manquent? Moi, je pense qu'il faut effectivement considérer les choses de façon pragmatique. Les métiers de la petite enfance, les métiers du soin, de la santé, ce sont avant tout des métiers de vocation. On peut avoir la vocation étant jeune, auquel cas on s'oriente après une troisième, une seconde, même post-bac, vers des études, vers un diplôme petite enfance, et auquel cas on peut faire sa carrière. Il y a aussi effectivement la reconversion tout au long de la vie. Et on peut effectivement, tout ce dont on est, faire 2, 3, 4 métiers tout au long de la vie et avoir, soit par une question d'opportunité, soit par une question de vocation tardive, avoir envie de s'orienter vers ces métiers. Et auquel cas, j'ai envie de dire, quand on a l'envie, la vocation, les portes sont ouvertes, c'est tant est qu'on puisse effectivement
passer les diplômes, qui sont aujourd'hui obligatoires en France et chez les chaperons rouges. Vais-je avoir une réponse avec Claire, car vous n'avez pas répondu à ma question, je la reposerai. Est-ce que dans les personnes qui viennent et poussent la porte de Babichou, vous avez ces jeunes issus de l'immigration, issus des quartiers, qui vous disent c'est la seule possibilité que j'ai aujourd'hui de pouvoir gagner un peu ma vie et de pouvoir trouver un sens à ma vie? Alors, d'abord, c'est déjà le cas, et c'est tant mieux, parce qu'on a des personnes très engagées, très désireuses de progresser dans leur parcours. Et nous formons sur à peu près 5-6 000 salariés qu'on a aujourd'hui en France. On est fiers d'avoir à peu près 600-700 personnes chaque année qui sont, grâce au parcours qu'ils effectuent dans nos agences, dans nos entreprises, 600 diplômés du CAP accompagnement éducatif petite enfance. Et ils sont suivis. Ils ont des maîtres d'apprentissage. C'est une nouvelle disposition, on est également très heureux de cela. Tutorat. Et c'est pas forcément subi. Il y a beaucoup de jeunes, alors c'est beaucoup de jeunes femmes ou jeunes filles, absolument. Qui sont heureuses de ce parcours. Parfois, après, elles vont poursuivre en crèche. Et c'est également heureux parce qu'elles vont avoir une autre expérience là en collectivité. Mais ce sont des personnes qui sont formées à être suffisamment autonomisées. Voilà. Choc des cultures, avant de passer à la loi plein emploi contestée, puisqu'on va donner aux communes, enfin en tout cas c'était le projet de 2024, aux communes la possibilité de pouvoir gérer ce sujet qui pose quelques sujets, mais choc des cultures dans des familles de Paris-Centre qui voient arriver ces jeunes des quartiers, ça se passe bien, ils les accueillent, comment ça marche concrètement? Moi je dirais d'abord que la garde à domicile, c'est pas du tout réservé aux grandes agglos et au centre des grandes agglos. Dans les territoires ruraux, justement, il n'y a pas beaucoup de solutions de garde. On intervient tout à fait, on intervient beaucoup auprès des familles monoparentales qui représentent à peu près, dans lesquelles il y a à peu près 25% des enfants en France aujourd'hui. C'est un enjeu. Exactement. Et donc, il n'y a pas de problématique liée uniquement à des centres-villes. Tout le monde a des besoins de garde d'enfants. Les personnes qui ont des horaires atypiques en ont besoin. Le matin tôt, tard le soir. Et il n'y a pratiquement que la garde à domicile qui peut répondre à cela aujourd'hui. C'était Babilou, d'ailleurs, qui avait suscité un vrai débat sur on élargissait les amplitudes horaires. De votre côté, la loi plein emploi, vous disiez qu'il faut faire des choses concrètes. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Parce qu'en face de ça, vous avez des clients, des familles, qui vous disent c'est trop cher. Je ne peux pas payer. C'est trop élevé. Comment on fait? Écoutez, tout l'écosystème est assez complexe. Je pense qu'il faut déjà effectivement repenser ou en tout cas se poser sur tout ce qui est subvention, que ce soit au niveau des micros. Qui vous subventionne? Les départements, l'État? C'est l'État qui subventionne effectivement les crèches, donc je pense qu'il faut effectivement en passer par là. Après, la qualité, effectivement, on dit souvent n'a pas de prix, mais elle a un coût forcément. Hein, donc l'accueil dans des environnements tels que les crèches, ça a évidemment un coût. D'avoir au sein des structures une qualité d'accueil et d'éveil qui soit au rendez-vous des attentes des familles. Aujourd'hui, nos clients, ce sont des entreprises réservataires qui réservent du coup des berceaux pour leurs salariés parents, qui doivent évidemment aussi contribuer à l'accueil de leurs enfants. Ce serait aussi le cas en crèche municipale de toute façon. Oui, de toute façon, le sujet est à peu près équivalent à peu de choses près. Comment ça se passe pour vous, l'idée de réformer, de redonner aux communes le pouvoir de gérer ces sujets? J'ai l'impression que vous êtes moins impacté par ce sujet-là que les crèches. Alors, on l'est quand même un petit peu, et moi j'accueille ça plutôt favorablement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le paysage des modes d'accueil, la garde d'enfants à domicile est souvent complètement éclipsée. Dans les communes, on n'en parle pas, les collectivités n'osent pas. Et pourtant, il y a des initiatives intéressantes. Les CAF ont ouvert des RPE, des relais petite enfance. Ce sont des lieux d'accueil pour la garde individuelle, aussi bien pour les asthmates, assistantes maternelles, que les auxiliaires parentales. Mais elles viennent, c'est un lieu de rencontre, c'est important d'échanger aussi. Et ce que nous, on demande à la faveur de cette nouvelle organisation, c'est que ce soit les communes mettent plus en avant les différents modes de garde pour que les parents aient le choix. Et parfois, 2 parents qui s'unissent pour la garde des enfants, une garde partagée, ça ne coûte pas tellement plus cher que d'autres modes de garde comme la crèche. On parle de salaire aussi dans cette émission parce que c'est intéressant. C'est quoi le niveau moyen d'un salarié d'une crèche chez vous? Écoutez, ça dépend des diplômes, ça dépend aussi évidemment des villes. Hein. Il y a des villes sur lesquelles les salaires sont un peu plus élevés que d'autres. Donc en fonction du diplôme, de l'ancienneté et des villes, on a des grilles de salaire effectivement qui sont évolutives et qui sont du coup revalorisées chaque année. On peut être aux alentours de 2000, 2500 euros, 3000 brut, 3000, 3500 euros pour une directrice de crèche. Pour une directrice de crèche, donc en brut, ça veut dire 1900 euros net
pour un On commence sur ces niveaux de salaire-là pour les auxiliaires de puériculture. D'accord. Les salaires sont plus importants pour les éducateurs de jeunes enfants et encore évidemment plus importants pour les directeurs et directrices de crèche. Donc trois niveaux au sein d'une crèche. Oui. Le directeur, l'éducateur de jeunes enfants ou l'infirmière, l'auxiliaire de puériculture et à peu près indexé au SMIC sur les auxiliaires petite enfance qui sont là du coup titulaires du CAP essentiellement. Le niveau de salaire d'une assistante maternelle, alors c'est très complexe parce que ça peut être des horaires morcelés, ça peut être des sorties d'école, mais imaginons qu'une assistante maternelle qui accueille un enfant en bas âge, une hors crèche, auxiliaire parentale ou babysitter. Et qui va accueillir un enfant chez elle toute la journée et qui n'est pas encore à l'école. C'est quoi le niveau Alors, nous, c'est une garde à domicile chez le parent. Mais ça Donc elle se déplace chez le parent. Voilà, ça se déplace chez le parent. Sur un temps plein, ça peut être 2000 net. Sur un temps plein en garde partagée, ça peut être 2000 net. Mais c'est vrai que la majorité de nos emplois, nous, répondent à des besoins de complémentarité. On va aussi avoir la population étudiante, qui parfois en grande précarité va être heureuse de pouvoir s'appuyer sur un job de complément qui permet d'aider. C'est une autre philosophie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les salaires? Vous qui êtes des acteurs du système, vous êtes impliqués dans des fédérations, vous êtes un des leaders du marché autour des crèches. Comment on fait pour améliorer le salaire de ces salariés qui, objectivement, ont des grandes amplitudes horaires et ont souvent des temps de transport importants? Alors, je dirais, on favorise la formation, ce qu'on fait déjà, et on favorise aussi les parcours professionnels. C'est-à-dire que nous, on a pas mal de gens qui sont rentrés en tant qu'intervenants, qui ont pris des responsabilités au sein des agences, qui donc évoluent vers des postes d'encadrant et parfois même de responsables d'agences, et donc participent aussi à la vie, finalement, de la société. Encore une fois, tout le monde ne peut pas devenir chef et directeur d'agence. Certains ont envie juste d'avoir un salaire décent pour le travail qu'ils font. Comment on fait pour augmenter les salaires? Il y a le fameux bonus attractivité qui aujourd'hui n'est pas encore débloqué pour les crèches privées, les multi-accueils et les micros. Donc ça, effectivement, c'est un premier point. Après, évidemment, la voie de l'évolution professionnelle reste aussi une voie pour évoluer statutairement, pour évoluer salarialement. Et sur le sujet, excusez-moi d'y revenir, il nous reste 40 secondes, sur le sujet de ces femmes, il suffit d'aller dans les EHPAD, il suffit d'aller dans les établissements pour voir que ce sont beaucoup de personnes issues de l'immigration qui s'occupent de nos anciens, qui s'occupent de nos enfants. Est-ce qu'on doit être encore un peu plus ouvert sur ce sujet dans un contexte politique où dès qu'on parle de migration, les gens hurlent? Écoutez, oui, aujourd'hui, à partir du moment où les collaborateurs, ou en tout cas les candidats, ont un diplôme... Pour vous, c'est la règle. Je suis directrice du recrutement. Nous avons aujourd'hui plus de 1300 postes à pourvoir. Aujourd'hui sur notre site de recrutement pour compléter nos effectifs. Il est évident que nous recrutons sur la base de la qualification, du CV, du diplôme, des motivations. Pas que votre question m'étonne, mais complètement indépendamment des origines présupposées ou réelles des personnes que nous avons. Moi, j'adore poser des questions étonnantes. Merci. C'est pas un sujet. C'est évident qu'on accueille tout le monde. Voilà. Vous accueillez tout le monde. Merci, mesdames, de nous avoir éclairés. En tout cas, il reste encore pas mal de chemin. Vous êtes toutes, dans vos domaines respectifs, engagées, en tout cas, à faire avancer ces sujets d'attractivité, de formation, et puis de parler au pouvoir public, parce que c'est un interlocuteur important dans vos métiers. Merci, Claire Lanoux, dirigeante de Babichou Service, garde à domicile. Enfin, en tout cas, la nounou se déplace dans les familles, mais aussi récupérer son enfant après l'école lorsqu'on travaille. Et puis Nadège Chauvin, vous êtes la directrice recrutement des professionnels de la petite enfance chez les Chaperons Rouges. Merci de nous avoir rendu visite. On va suivre ce sujet et d'ailleurs on le suit très régulièrement. On tourne une page tout de suite, c'est Fenêtres sur l'emploi et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi pour parler, justement, on parle souvent des recruteurs, ceux qui vous recrutent, mais jamais réellement du marché de ceux qui sont dans les services RH, de ceux qui sont RH. Comment ça marche? Combien sont-ils payés? Est-ce que c'est un marché tendu? On va tout savoir dans quelques instants avec Sébastien Charmilly. Bonjour Sébastien. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur associé chez Fed Group, alors qui est un groupe qui a plusieurs antennes et qui s'est aussi spécialisé, bien sûr, des agences autour du recrutement RH, et une étude qui est passionnante parce que vous faites une photographie territorialisée du marché RH. Alors, on voit que dans les Hauts-de-France, il y a plus de turnover que dans les Pays de Loire. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce marché RH? Il est tendu, il y a beaucoup de demandes, il est en évolution?
Alors effectivement, il est tendu. Après une année 2022 qui était exceptionnelle, on n'avait jamais connu ça, énormément de recrutement. Je pense que beaucoup de RH, après le Covid, ce qu'on appelle le mercato de l'emploi, ça a beaucoup tourné. Et depuis 2 ans, on est sur des variables d'ajustement avec l'intérim et le management de transition. Et depuis l'année dernière, on souffre au niveau des ressources humaines, à l'exception de la paye et des métiers du chiffre. Alors, et en fait, dans les métiers RH, traditionnellement, il y a la paie. Exactement. Ça, ce sont des collaborateurs qui gèrent des logiciels, métiers parfois un peu fastidieux. Est-ce que je résume bien le poste ? Pas si simple. C'est un métier pas simple, avec des changements de réglementation, de loi, de cotisation, il faut être vraiment à la pointe, très fin dans son travail. Et c'est un métier où il y a vraiment... c'est le plein emploi sur ces métiers de la paie. Le plein emploi dans les gestionnaires de paie, les responsables rémunération et avantages sociaux, parce que ça c'est important aussi, parce que beaucoup d'entreprises créent des mécanismes, des outils, et il faut évidemment les gérer, et les responsables compensation et bénéfices. Exactement. Ça, c'est les 3 postes les plus recherchés. Tout à fait, responsable rémunération, avantages sociaux, contrôle de gestion sociale et paye. Tous les métiers des RH qui tournent autour du chiffre, l'année dernière était une belle année pour eux. C'est des métiers qu'on va vraiment chasser aujourd'hui. Quand on passe une annonce, on a 4 ou 5 retours. On n'a pas les bons candidats, il faut vraiment aller les chercher. Mais ça veut dire qu'on est percuté par les enjeux numériques, on est percuté par les nouveaux outils numériques qui sont en train de disrupter le marché. Pourquoi c'est si compliqué de les recruter, ces collaborateurs ? Alors ça a toujours été compliqué, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de développement de SIRH ces dernières années avec beaucoup de nouveaux acteurs. Et il faut être à la pointe sur les logiciels qu'on utilise, donc on va chercher aussi des compétences SIRH aujourd'hui. Quelques mots quand même, parce que ce qui est intéressant dans votre étude et qui est très original, c'est que vous l'avez aussi classé par territoire. Oui. Quels sont les territoires les plus dynamiques, ceux qui peinent le plus ? Comment ça se passe ? La Côte d'Azur, les Hauts-de-France, les Pays de Loire ? Alors, l'année dernière, sur le territoire national, c'était compliqué à l'exception de ces métiers, et ça c'était à peu près partout pareil. À Paris se trouvent quand même les sièges de beaucoup de grandes sociétés. Donc je pense que sur les postes de RH plus généralistes, à Paris c'était un petit peu mieux qu'en province l'année dernière. RH, là on parlait de la paie. Oui. Et puis il y a tout le volet RH, et ceux qui viennent d'ailleurs souvent régulièrement sur notre plateau, tous les services RH, d'onboarding, d'accompagnement des collaborateurs. Là aussi, c'est un secteur très recherché, ou est-ce qu'on est un peu dans cette partie un peu plus bouchée du secteur RH ? Alors, le développement RH, effectivement, vous allez avoir à l'intérieur le recrutement, le onboarding, vous en parliez, la formation. Aujourd'hui, les sociétés, elles ont 2 problématiques finalement. C'est soit de faire venir les talents, soit de les garder. Donc, on va être au niveau de ces enjeux-là. L'année dernière, sur ces métiers-là, c'était beaucoup plus compliqué. Il y a eu des gels d'embauche, des sociétés qui ont fait des plans sociaux. Et on contracte un peu sur les services RH ? Et on contracte un peu sur les services RH. Donc, c'est-à-dire c'est un peu... si on fait des économies, on ira les chercher dans les services RH. Oui. C'est terrible. C'est pas une bonne nouvelle. Donc on garde le cœur business, la finance, le marketing et le commercial, j'imagine. Oui. Mais par contre, on ne va pas recruter suffisamment sur les services RH. Ça va dépendre des spécialités et des régions, mais au sens large, oui. Un dernier mot avant de nous quitter, l'enjeu de l'IA, j'imagine que c'est quelque chose que vous expertisez, que vous devez voir. Oui. Il a un impact sur les métiers ou il devient complémentaire des métiers RH ? Je pense qu'il va avoir un impact dans les prochaines années. On en est au balbutiement. Je pense que dans 5 ans, je ne vous dirai pas la même chose qu'aujourd'hui. Je connais des sociétés qui ont commencé à le mettre en place, notamment au niveau du recrutement, avec un avatar qui fait la première partie des entretiens. C'est un bouleversement qui arrive. Merci Sébastien Charmy, directeur associé Fed Group, avec cette photographie du marché RH, avec les gestionnaires de paie qui cartonnent. Si vous nous regardez, vous pouvez postuler à peu près partout, vous aurez un poste. Merci à vous à vous tous, évidemment, qui nous regardez régulièrement et qui réagissez sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe, merci à Angèle à la réalisation, merci à Thibaut au son, merci à Nicolas Juchat et merci évidemment à Juliette, l'équipe de programmation. Merci à vous, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.